19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec mes camarades de la première heure, bonsoir Gilles-William Goldnadel. Merci d'être avec nous. Bonsoir Jules Torres. Bonsoir Pierre. Journaliste politique au Journal du Dimanche. Et nous accueillons le député des Hauts-de-Seine, médecin et chef des urgences à Pompidou. Bonsoir professeur Juvin. Merci d'être avec nous. Le débat reprend là où il était resté. François Bayrou voulait scinder le texte en deux textes sur la fin de vie. Juste une question au préalable. Est-ce qu'il est important de débattre de ce texte aujourd'hui ? Je cite quelques observateurs, alors que on a Trump, on a les droits de douane, on est dans une situation économique que, à votre place, ici même, hier soir, Alain Madelin a décrit comme un espèce de tsunami où, en gros, on n'est pas très loin de la crise de 29. Il a raison en plus. Oui. Est-ce que il y a encore une place pour débattre de ça, parce que c'est important ? Écoutez, moi je pense qu'il y avait d'autres sujets. La question des soins palliatifs n'est pas un petit sujet. Aujourd'hui, la moitié des Français qui ont besoin de soins palliatifs n'y ont pas accès. Donc oui, il faut poser ce sujet. En revanche, sur l'euthanasie, le suicide assisté, je pense qu'il y avait d'autres priorités. Comment est-ce que vous voyez le texte arriver en deux textes ? Est-ce que c'était une volonté de votre part ? Est-ce que vous suivez François Bayrou sur cette scission ? Oui, c'est plutôt une bonne idée parce que moi, par exemple, je suis très favorable au développement des soins palliatifs qui sont encore une fois très insuffisants et très opposés, pour les raisons qu'on va pouvoir exposer, à la mise en place de l'euthanasie, du suicide assisté. Mais du coup, j'étais pris en otage avec un seul texte puisque je voulais voter pour les soins palliatifs mais pas pour l'euthanasie. Donc le fait qu'il y ait deux textes permet à chaque député de voter en conscience pour l'un ou pour l'autre. Mais est-ce que c'est parce que vous êtes médecin que vous faites cette scission, contrairement à des politiques entre guillemets classiques ? C'est probable que, étant médecin, ayant vu des morts et voyant des morts, parce qu'aujourd'hui plus personne ne voit des morts, la mort a disparu. Il est sûr que je suis probablement un peu plus concerné par cette affaire. J'ai rencontré dans ma vie de médecin beaucoup de gens mourants, beaucoup de gens qui demandaient à être soulagés. Oui, j'ai probablement une susceptibilité, une sensibilité qui est un peu différente de celle de mes collègues. Jules Torres ? Non, mais c'est vrai qu'il y a une question qui se pose, c'est qu'Emmanuel Macron, il avait promis que ce texte se ferait avec des conditions qui seraient très strictes. On a vu en commission que tous les garde-fous pouvaient sauter, que les garde-fous avaient sauté dans d'autres pays. On pense par exemple aux Pays-Bas. Est-ce que finalement, la promesse initiale d'Emmanuel Macron, quand bien même il y a deux textes qui sont scindés, elle n'est pas caduque aujourd'hui ? Absolument. Le texte qui nous est présenté, je l'ai sous les yeux parce que quand on parle d'un texte de loi, il faut lire la loi. Oui, c'est pas un sentiment qu'on a. Le texte, aujourd'hui, il y a des critères extrêmement flous, très subjectifs. Par exemple, le pronostic vital engagé à court terme n'est plus un critère. La procédure est très expéditive. En quelques jours, ça peut se faire, même c'est moins de 15 jours. C'est en gros, et il n'y a pas de collégialité. C'est-à-dire que vous pouvez être euthanasié, puisque c'est le mot, en n'ayant vu qu'un seul médecin, un seul. Et celui-ci a entre 0 et 15 jours, mais ça peut être 0, pour vous dire oui. Et après qu'il vous ait dit oui... Avec un seul avis. Un seul avis. Alors, en fait, pour être très clair, l'article 5 et l'article 6 dit vous devez voir un médecin. Ce médecin peut prendre avis d'un deuxième médecin qui n'est pas obligé de vous voir, donc physiquement vous n'en aurez vu qu'un, et peut prendre conseil, d'autres conseils, mais peu. Et quand il aura pris sa décision, il prend sa décision en fait tout seul. Et une fois qu'il a pris sa décision entre 0 et 15 jours, vous avez 48 heures de réflexion ultime, et ces 48 heures peuvent être réduites à moins si le médecin l'estime nécessaire. Donc on voit bien qu'on a une procédure qui est très expéditive, avec encore une fois des critères qui ne sont pas du tout rigoureux, quoi qu'on vous dise. Mais pardonnez-moi, pour revenir sur ce que vous venez d'exposer, qui a écrit ça ? Qui fait ce truc-là ? C'est un grand sujet, ça. C'est un de mes collègues, M. Falorni, qui est député, qui est membre d'honneur de l'association de droit de mourir pour la dignité, qui est une association qui promeut l'euthanasie depuis des années, et qui a fait l'exercice qui consiste à prendre le texte là où nous l'avons laissé au moment de la dissolution. C'est pour ça qu'on a un texte avec beaucoup de garde-fous qui ont d'ores et déjà sauté. Et vous avez raison de dire que dans les pays où ça a été légalisé, en fait, tous les garde-fous sautent au fur et à mesure des années. Là, le désavantage ou l'avantage, selon qu'on se place à un endroit ou à un autre, c'est qu'ils ont déjà sauté avant même qu'on commence la discussion. Gilles-William Goldnadel, qu'est-ce que ça vous inspire ? Écoutez, moi, philosophiquement, j'ai toujours été très favorable à l'euthanasie. C'est pas pour ça que je ne souhaite pas que les soins palliatifs ne soient pas améliorés, Mais en ce qui me concerne, à titre philosophique, je suis très favorable à ça. Je reste modeste parce que je suis en face d'un médecin que j'estime particulièrement. J'ai
tous les défauts sauf la flagornerie. Et je ne suis pas le plus mal placé pour dire qu'il s'est montré très humain à l'égard de membres de ma famille. Donc je l'écoute vraiment avec respect et gratitude. Il n'en demeure pas moins que pour moi la vie n'est pas absolument sacrée. J'ai pas été un partisan acharné de l'abolition de la peine de mort. Je suis favorable à l'avortement, même si je considère que c'est un drame absolu. Et en ce qui me concerne, je souhaite effectivement avoir la faculté de mourir quand je le veux. Et j'ajoute, Philippe, même si je ne suis pas malade. Voilà. Mais c'est une position. Moi, j'ai 2-3 principes. Le premier, c'est que quand j'entre dans une chambre en blouse blanche, je ne veux pas que le patient ait à se poser la question de pourquoi je viens. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que j'ai rencontré, moi, des gens qui m'ont demandé de mourir parmi mes patients durant ma carrière. Et ce que j'ai observé, c'est quand on arrivait à donner une réponse à leur demande d'aide, parce qu'en réalité, il y a toujours une demande derrière, eh bien, en fait, la demande de mort disparaît. C'est quoi les demandes? C'est évidemment la souffrance physique, c'est l'isolement social. Les gens qui sont tout seuls, quand vous commencez à leur dire « vous comptez pour moi », vous leur tenez la main, eh bien les demandes de mort disparaissent. Moi, ma crainte, si vous voulez, c'est qu'à la fois, compte tenu du fait que les soins palliatifs soient aussi difficiles à obtenir en France, c'est qu'il y ait des demandes d'euthanasie par défaut, parce que les gens n'ont pas accès aux soins palliatifs, et aussi, dans tous les pays où ça a été légalisé, on observe une chose, quoi qu'on le dise, c'est que ce sont d'abord les plus pauvres qui bénéficient, entre guillemets, de l'euthanasie. Pourquoi? Parce que quand on est riche, la fin de vie, elle est moins compliquée que quand on est pauvre. Quand on est riche et qu'on est entouré, quelqu'un pour vous laver, vous aider à manger, vous entourer, vous soigner, vous porter dans la baignoire, la douche, c'est plus facile que quand vous êtes tout seul dans votre studio au 4e étage et que personne ne vient vous voir. Il n'en demeure pas moins. Les pauvres, c'est une loi faite par des riches qui s'appliquera aux pauvres. Il n'en demeure pas moins que m'aide à vivre le fait de savoir que je pourrais mourir quand je le voudrais, en étant aidé. Je comprends. Et je t'ai dit en aparté que si ça se trouve, au dernier moment, j'aurai la trouille et je changerai d'avis. D'ailleurs, c'est intéressant, dans l'Oregon, qui est un État en Amérique du Nord, eh bien, il y a un suicide assisté. Mais ça se passe comment? Le médecin fait une prescription, vous allez à la pharmacie acheter la pilule, et vous rentrez chez vous, vous l'avalez. Mais en fait, une personne sur deux qui a acheté la pilule, la met dans sa table de nuit, il ne l'avale pas. Donc, ça peut me ressembler. Et donc, voyez, ça peut me ressembler, mais j'aimerais bien habiter l'Oregon. Il y a tous les cas de figure. Il peut aussi vivre dans la crainte de savoir qu'il y a cette pilule dans son tiroir. Oui, tant qu'il ne la donne pas à sa belle-mère, vous me direz, c'est pas mal. Mais vous donnez des mauvaises idées, professeur Juvin, à nos auditeurs. Ce que je veux vous dire, c'est que la loi que nous allons voter, c'est pas ça du tout. C'est que on vous donne un rendez-vous. Rendez-vous mercredi prochain à 15h pour l'injection. Et vous voyez, il y a une pression qui vous est mise. Et moi, je crois qu'une loi comme ça, elle doit être avec des critères très rigoureux. Et encore, on voit qu'il saute. Il n'y a pas de critères rigoureux. C'est une loi qui est en réalité qui va s'attaquer aux plus vulnérables. 19h26, on va marquer une pause, professeur Juvin. On vous retrouve dans quelques minutes. J'annonce juste à nos auditeurs que maître Christophe Ingrin, l'un des avocats de Nicolas Sarkozy, sera avec nous tout à l'heure à partir de 20h10. Nicolas Sarkozy fixé sur son sort dans le procès du financement présumé libyen de sa campagne présidentielle en 2007, fixera sur son sort le 25 septembre prochain. C'était aujourd'hui les plaidoiries de la défense. À tout de suite sur Europe 1.